Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la cybersécurité et la sortie de crise, animé par Christian Agroum qui est avec moi. Bonjour Christian. Bonjour, bonjour à tous. Alors, le temps que les derniers participants nous rejoignent, je vais juste vous rappeler comment va se dérouler le webinaire. Euh, il y aura une brève introduction qui présentera l'Argus de l'assurance, puis Christian prendra la parole pour son webinaire sur la cybersécurité et la sortie de crise. Et puis, ça va durer à peu près une trentaine de minutes. Et ensuite, il y aura 15 minutes qui seront consacrées aux questions éventuelles. Donc, pour poser vos questions, vous avez une petite boîte à questions. Il y a écrit questions. Vous écrivez et ensuite, nous y répondrons à la fin. Donc, n'hésitez pas, même en cours de webinaire, à poser toutes les questions qui vous viennent. On y reviendra à la fin. Je vais en profiter du coup pour vous présenter l'Argus de l'assurance. Christian, si vous voulez bien passer la slide d'après. Hop, voilà. Donc je suis Franck Liogier, je suis directeur marketing des formations l'Argus de l'assurance. L'Argus de l'assurance, c'est un organisme de formation qui existe depuis déjà plusieurs années. Nous avons plus de 150 programmes à notre catalogue de formation qui tourne autour du monde de l'assurance. Nous avons plusieurs rubriques, risk management, finance solvabilité, réglementation, distribution digitale, DDA. Voilà, nous avons plein de rubriques. Je vous invite à découvrir notre site sur formation.largusdelassurance.fr. Toutes nos formations, donc elles sont disponibles en présentiel, soit en inter, soit en intra, donc dans votre entreprise. On peut même faire du sur-mesure si vous le souhaitez. Et puis en cette période justement de Covid-19, nous avons dupliqué l'ensemble de nos formations en classe virtuelle pour pouvoir se former même pendant le confinement. Et puis nous avons toute une gamme de e-learning également. Une dernière chose à savoir, c'est bon à savoir, c'est que si votre entreprise a bénéficié de l'activité partielle pendant toute cette période du Covid-19, il y a un super bon plan puisque l'État prend en charge à 100% vos frais de formation. C'est une directive qui est passée, donc vous avez jusqu'au 31 mai pour faire votre demande à la directe. Donc je vous invite à vous rapprocher de vos services ressources humaines puisque 100% de la formation est prise en charge par l'État, même si c'est une formation qui a lieu jusqu'au 31 décembre. Elle est prise en charge, il faut juste faire sa demande avant le 31 mai. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc je vous laisse la parole, Christian, pour le webinaire. Eh bien, merci, c'est très intéressant. Voilà, donc notre sujet de ce soir, Covid-19, cybersécurité et sortie de crise. Donc, on a une trentaine de minutes à passer ensemble. Je vais essayer d'être le plus dense possible parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et puis, vous aurez naturellement la chance, la possibilité de pouvoir poser des questions à la fin auxquelles je répondrai avec beaucoup de plaisir. Alors. On va commencer par quelques définitions. C'est important dans ce sujet. On croit connaître et souvent on parle un petit peu on croit parler de la même chose, mais on parle de choses totalement différentes. On va dresser un constat. Le Covid-19, c'est pas terminé, hein. Mais ça a été quand même 2 mois de confinement qui, en France, ont suivi des grèves assez difficiles, des grèves dans les transports assez difficiles, qui a permis aux entreprises déjà de rentrer dans ce mode de télétravail. On verra l'impact que peut avoir le télétravail sur la résolution de la crise, ça vous le savez, mais comment la cybersécurité peut encourager au maintien d'un niveau suffisant de télétravail. On va appréhender le déconfinement, c'est quoi ce déconfinement et comment est-ce qu'on va sortir de la crise et comment la cybersécurité nous aide dans ce parcours. Et puis on verra quelles leçons sont à retenir et surtout quelles sont les leçons à venir. Alors, pour que vous me compreniez sans difficulté, je me présente en quelques mots. J'ai un double parcours. Je suis un ancien, je suis un policier, je suis commissaire divisionnaire de la police nationale. Je suis toujours d'ailleurs, je suis en disponibilité. J'ai travaillé une trentaine d'années dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme
en police judiciaire. J'ai occupé plein de postes à Paris, Marseille, Mulhouse, Bayonne, Reims et Paris. C'est le lot des fonctionnaires supérieurs de l'administration et tout particulièrement au sein de la police. Et donc, dans mes postes, j'ai été le responsable de la sécurité des systèmes d'information un temps du ministère de l'Intérieur, et ce qui m'a valu quelques années après d'être nommé chef de l'Office central de lutte contre la cybercriminalité, l'OCLCTIC. Vous savez, en France, on a cette habitude d'acronymes imprononçables. Voilà, c'est un service à vocation nationale et internationale qui pratique des enquêtes, mais également dont le chef que j'étais représente la France dans son domaine, à savoir la lutte contre la cybercriminalité, au sein d'institutions comme le G8 à l'époque, le G7 maintenant, Interpol, Europol, la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, etc. Ensuite, j'ai été recruté par une entreprise en Suisse, à Lausanne, qui s'appelle SICPA, qui est leader mondial des encres de sécurité, dont j'ai été le directeur sécurité. Et j'ai eu la chance de créer le poste, donc j'ai pu ramener la cybersécurité au sein du poste. J'avais une vision globale des problématiques de sécurité de cette entreprise, puisqu'on travaillait également sur des problèmes de protection des données personnelles, et puis d'enquête interne et autres, et d'audit, donc sur l'ensemble de la planète. Et ça m'a permis de travailler avec beaucoup de mes collègues au sein du club des directeurs de la sécurité des entreprises dont j'ai été administrateur. J'ai été chargé de recherche ensuite en cybersécurité à l'Université de Lausanne. Et puis maintenant, je suis toujours expert en cybersécurité, cybercriminalité, lutte antiterroriste auprès du Conseil de l'Europe et du Collège européen de police. J'ai fondé SCIAN, qui est une organisation internationale qui a vocation d'aider les spécialistes en cybersécurité et lutte contre la cybercriminalité à travailler ensemble de par le monde. Et maintenant, on est installé un petit peu partout. Et puis, je suis le patron de SOCOA, Société de conseil en sûreté, cybersécurité et gestion de crise. Et depuis 2 ans, je suis RSSI de transition tout particulièrement, puisque je travaillais pour Areva, quand Areva s'est muté en Orano et Framatome. Et puis là, actuellement, je travaille pour un gros laboratoire français. Voilà, laboratoire pharmaceutique. Alors, des définitions. C'est important les définitions dans ce domaine. Hein. On va pas y passer la demi-heure, mais c'est important de bien savoir de quoi on parle. Quand on parle de cybersécurité, on parle de sécurité des systèmes d'information. D'accord? Ce n'est pas que la sécurité informatique. La sécurité des systèmes d'information, elle repose, comme toute la sécurité des systèmes, sur la disponibilité, il faut pouvoir accès aux données, l'intégrité, les données doivent être identiques à celles qui sont reçues doivent être identiques à celles qui ont été envoyées, la confidentialité, il ne faut pas que toute la planète entière sache quand j'envoie un mail ce qui ressort de ce mail, et quand j'envoie des informations confidentielles, il faut qu'elles puissent être chiffrées, vous entendrez dire cryptées parfois, c'est de l'anglais, voilà, c'est un anglicisme. En français, on dit chiffré, mais enfin, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle le soit vraiment. Et puis, la traçabilité, il faut que les données soient traçables, c'est-à-dire qu'on puisse savoir que c'est parti de A et que c'est arrivé à B, à telle heure, à telle date, à telle minute. Le redatage est hyper important. Ça va permettre un audit digne de ce nom, une auditabilité de vos systèmes d'information. Le système d'information, c'est quoi? C'est naturellement le système informatique maintenant, mais c'est également le système téléphonique. C'est le système papier. Quand on s'envoie une lettre, elle répond, cette lettre, à cette sécurité, disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité. Et donc, un responsable de la sécurité des systèmes d'information au sein d'une entreprise, il est responsable de l'ensemble de ce dispositif. C'est ça qui est important. Et ces dispositifs sont complémentaires, ça aussi c'est très important, et ils doivent être menés de front de manière à éviter que si l'un soit performant, il y a un petit bout de l'autre qui soit défaillant. C'est ce qu'on va appeler par exemple le dernier mètre. J'ai mis en place un dispositif très complexe. Il est vraiment le top du top. Et puis le papier qui arrive sort de l'imprimante. Il y a marqué confidentiel, secret défense, tout ce que vous voulez, secret entreprise et autres. Il traîne sur la table. Tout le monde l'a à disposition. Tout le monde peut le prendre, le copier, le voler, le photographier. Je n'ai pas respecté la distance du dernier mètre de sécurité. La cyberdéfense, c'est quoi? C'est l'ensemble des mesures techniques et non techniques qui permettent à un État globalement, de se défendre. Naturellement, il peut y avoir une cyberdéfense nationale. On a ça en France et on n'est pas trop mal armé, même si il faut rester très modeste dans ces sujets-là et pas faire trop de cocorico.
À la limite, moins on le dit, mieux on se porte. Ça prouve qu'on est bien armé, mais on ne laisse pas trop savoir. Mais vous savez que dans les jeux de la défense, il y a une espèce il y a un jeu permanent de chacun montre ses muscles et montre comment il est capable de. Voilà. C'est une théorie du parapluie. Ça rejoint la théorie de la défense nucléaire. Et en cybersécurité, on est un petit peu dans la même logique où les États se confrontent les uns aux autres. Pas toujours directement, on ne sait pas toujours qui est l'attaquant. L'attaquant peut passer par différents réseaux informatiques et on va croire qu'une attaque vient d'un pays A alors qu'elle vient d'un pays B, qu'elle est passée par un pays C, D, E, F. Voilà, c'est ça toute la difficulté de cette cyberdéfense. Quant à la cybercriminalité, elle est principalement définie par la Convention de Budapest et elle s'exprime à travers deux notions principales. Hein. La première notion, c'est la sécurité des systèmes, c'est la criminalité liée au, comment dire, criminalité liée au système d'information et aux dispositifs nouveaux, d'accord, tous les réseaux, les systèmes d'information. Voilà. Donc, si on n'a pas Internet, si on n'a pas de, comment dire, si on n'a pas Internet, si on n'a pas de réseau, si on n'a pas d'ordinateur, il ne peut pas y avoir de cyberattaque. Et puis, naturellement, cette cybercriminalité, elle va renforcer une criminalité existante, d'accord? Donc, elle utilise les systèmes d'information, elle utilise les réseaux existants pour croître. C'est le principe de l'escroquerie, par exemple, c'est le principe de la pédopornographie. Autrefois, un pédopornographe qui cherchait une information dans les années 80, je suis conseiller des mineurs à Paris, quand il cherchait une information, il allait la chercher dans le chef-lieu départemental, voire régional, ou il montait à la capitale. Maintenant, d'un clic de souris, vous avez affaire à des millions hein, de photographies ou de vidéos. Alors, revenons maintenant qu'on a dressé ces définitions à notre constat. Ce constat, c'est le Covid-19, c'est quoi? C'est une crise soudaine, d'accord? Et éminemment soudaine, d'une ampleur inattendue. Il faut bien être conscient que plus de 60% enfin presque 60%, plus 52% je crois, des personnes dans le monde entier se sont retrouvées dans un état de confinement. C'était jamais vu. Vous voyez bien l'impact que ça a sur l'économie à l'heure actuelle, vous voyez bien combien nos pays sont fragiles, combien nos entreprises sont fragiles, combien nous sommes tous fragiles déjà physiquement, mais ensuite combien l'ensemble du dispositif est fragile, alors même que à l'heure actuelle, en 2020, alors qu'on parle d'intelligence artificielle et qu'on a le sentiment de maîtriser le monde, l'homme a le sentiment de maîtriser le monde, on se rend compte que 2 mois d'inactivité économique réduisent nos espoirs quasiment à zéro. On va avoir énormément de chômeurs, etc., etc. Enfin, c'est vraiment une crise d'une ampleur inattendue. Le secteur tertiaire a été impacté, mais il est plus armé. Alors, il est plus armé. Pourquoi? Justement, grâce à la montée en puissance du télétravail et à cette capacité à pouvoir travailler à distance alors pas dans tous les domaines, mais dans une majeure partie des domaines. La preuve, ce soir, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire de la sensibilisation. Je n'ai pas la prétention que cette séance soit de la formation, mais de la sensibilisation. Et cette sensibilisation, elle était inenvisageable sans les outils modernes de communication. C'est aussi tout l'intérêt de ce type. Et là, je suis chez moi, la plupart d'entre vous êtes certainement chez vous. Je suis en télétravail depuis plus de 2 mois, confiné à domicile. Et dans les médias, il n'y a aucun intérêt à retourner dans l'entreprise avec toutes les difficultés que ça représente si on n'est pas obligé d'y retourner, donc on travaille télétravail. Alors, ce qui est important, ce qui est intéressant, on va le voir après, dans cette notion de télétravail, c'est que la plupart des entreprises craignaient le télétravail jusqu'à il y a quelques années. Elles se rendent compte maintenant de l'impact que le télétravail peut avoir et que cet impact peut être bénéfique grâce au Covid-19, grâce à la crise en France tout particulièrement qu'on avait traversée à travers, pardonnez-moi, qu'on avait traversé lors des grèves de transport de la fin de l'année dernière et début de cette année. Donc, cette montée en puissance, c'est un constat. Le retour au télétravail est facilité, le recours au télétravail et le retour par l'usage du cloud computing, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir accéder
à des outils, à des serveurs distants dont les entreprises n'ont pas nécessairement le besoin d'assurer la gestion et à un prix qui globalement est tout aussi intéressant que celui de gérer au sein même de l'entreprise une DSI, une direction complète des systèmes d'information avec des serveurs intégrés et autres. Et on a vu aussi à travers cette crise que les entreprises sont plus ou moins parées, plus ou moins aptes à faire comment dire, à aborder cette crise et ce télétravail. Alors, Covid-19 et cybermenaces nous disait au mois de mi-avril, donc c'est le mois dernier, hein, c'est en pleine crise, le pire est à venir, nous dit l'AMRAE, c'est l'Association de management des risques et des assurances de l'entreprise, ce qui est au cœur même de la réflexion. On ne peut pas travailler en cybersécurité si on ne travaille pas sur l'analyse des risques préalables. Donc, le pire est à venir. Est-ce que le pire est à venir? Je ne sais pas. En tout cas, une chose, je ne suis pas devin, mais une chose est sûre, on a vécu à travers la crise une double crise dans beaucoup d'entreprises liée à des cyberattaques d'importance. Alors, quel est ce cyberconstat? Ben, c'est justement cette simultanéité d'attaques cyber. Voilà, ces attaques cyber, elles sont multiples. Alors il faut pas être naïf. Les cybercriminels sont comme tous les criminels, ils sont sans scrupules. Voilà, si quelques-uns d'entre vous croyaient encore qu'un criminel pouvait avoir des scrupules, je le détrompe dès à présent. 30 ans d'expérience dans le métier de la lutte contre la criminalité organisée m'ont fait comprendre combien les scrupules n'existaient pas chez les criminels. Alors, les cybercriminels encore moins, d'autant plus que non seulement on est dans une criminalité qui est une criminalité lourde, hein, c'est une véritable criminalité organisée, mais elle est distante, elle est transnationale. Quand vous cliquez à l'autre bout de la planète et que vous infectez des réseaux, des serveurs des entreprises, vous avez un sentiment d'impunité qui est largement supérieur à celui qu'aurait un criminel ou un délinquant de base qui irait essayer de cambrioler un appartement ou de vous donner une paire de claques. Voilà. On n'est pas dans la même dimension. Il y a ce sentiment d'impunité, de distance, et puis cette capacité, cette massification dans la capacité de lancer des cyberattaques qu'on n'avait jamais connues dans l'histoire criminelle. Voilà. Alors ça n'a rien à voir avec le Covid-19. Ça préexiste le Covid-19, mais dans une situation dans laquelle ces derniers mois, on a vu descendre le nombre de cambriolages, par exemple, le nombre d'agressions contre les personnes. C'est normal, il y avait moins de personnes dehors, il y avait plus de personnes à l'intérieur. Donc les cambrioleurs sont un petit peu mal à l'aise de pénétrer dans les domiciles. Par contre, les cyberattaquants sont se donner cœur joie. Amplification de la zone de victimisation, puisque de plus en plus de personnes ont eu recours à de plus en plus de besoins sur Internet, que ce soit en télétravail ou à titre personnel. On a connu ça, par exemple, à travers les attaques via un outil de communication distant qui s'appelle Zoom. Zoom a été infecté. Zoom, la version grand public, hein, pas la version professionnelle. Zoom a été infecté et les cybercriminels, ou certains d'entre eux en tout cas, ont trouvé le moyen de pouvoir pénétrer à l'intérieur de Zoom et de se faire passer pour des participants à la réunion pour récupérer des données, pour récupérer par exemple les slides qu'on est en train de présenter et autres. Donc voilà, ça peut avoir des conséquences plutôt tragiques. Des impacts persistants, voilà. Donc voilà, c'est une étude. Vous aurez à la fin des slides toutes les références de ce que je cite naturellement. Et vous voyez que 82% des entreprises ont été victimes de cyberattaques et de pertes de données au cours de l'année 2019. 82% des entreprises du monde en 2019. 76% en 2018. Donc on voit bien que c'est une courbe montante. Hein, et ça l'a toujours été, on le dit depuis des années, c'est normal. Plus vous élargissez la zone d'impact, le taux de victimisation, plus on facilite, sans le vouloir, hein, mais le travail des cybercriminels. Vous voyez que énormément de cyberattaques ont été lancées contre les hôpitaux, hein, c'est par vague, il y a énormément d'hôpitaux, et ça vous prouve bien le côté sans scrupule de ces criminels. Vous voyez que les campagnes de spam, le spam c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage, comme diraient nos collègues québécois, canadiens. Donc le spam
permet d'envoyer tout azimut des milliards, là, c'est des milliards de mails qui sont plus ou moins, qui sont loin d'être bienveillants, hein, et dont la majorité recèle au moins un virus, d'accord? On va simplifier. Et qui permettent donc de pouvoir récupérer des données, ou volontairement ou involontairement. La personne ou répond à un questionnaire et donne ses données par elle-même, ou alors clique sur une pièce jointe et le virus, le malware, le mauvais virus, malware, donc pénètre à l'intérieur de votre ordi, de votre serveur et récupère des données. Et vous voyez que presque toutes les entreprises sont victimes, nous rappelle ce journal spécialisé auprès des directeurs, des CIO, des directeurs informatiques. Voilà, je vous ai parlé de Zoom. Voici l'exemple qui était rappelé déjà encore le 5 mai, hein, donc c'est quand même très récent, alors qu'on en avait eu connaissance quelques semaines auparavant déjà. Alors, qu'est-ce qu'on craint le plus en matière de cyberattaques ces dernières années? Il y a deux types de cyberattaques, les attaques frontales, directes, et puis les attaques un peu plus sournoises qui utilisent ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Alors, les attaques directes, elles partent à travers les spams, elles partent à travers l'hameçonnage, elles ne visent pas directement les entreprises. Puis il y a des attaques qui, elles, visent directement les entreprises à travers l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est une technique qui permet de concilier à la fois une approche en direct des personnes, récupérer de l'information, et puis ensuite renvoyer ou par la téléphonie, ou en tout cas par un système d'information, ou par Internet, un outil qui va permettre de multiplier cette phase d'attaque. Alors, un exemple, l'escroquerie dite au président. Voilà. La plupart des entreprises connaissent ça. Je me fais passer pour le président, j'appelle quelqu'un qui est censé être N-4, N-5, N-6 du président de l'entreprise. Ça se passe toujours dans l'urgence, c'est toujours un vendredi, il y a plusieurs critères qui reviennent. C'est urgent, on joue sur la confiance et on joue sur la peur. Vous me connaissez, oui, vous êtes le patron, j'ai entendu parler de vous, j'ai confiance en vous, j'ai un besoin urgent, il faut envoyer 252 325,15 euros à l'autre bout de la planète par virement dont je vais vous donner le RIB. Voilà. Mais il faut que j'en parle. Non, vous n'en parlez pas à votre patron. Si j'avais dû en parler au directeur financier, je l'aurais fait moi-même, je suis quand même le patron de l'entreprise, etc., etc. Donc voilà. Donc ça, c'est l'escroquerie président. Ça marche très bien, malheureusement, hein, faute de suffisamment de sensibilisation et de formation dans les entreprises, la plupart du temps. Et faute du respect des processus. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une crainte qui persiste. Et puis, il y a une autre crainte qui existait, c'était celle des ransomware, dont on pensait qu'ils allaient se calmer. Vous savez, le ransomware, c'est cette espèce de malware, de mauvais logiciel qui arrive sur votre poste sans que vous en rendiez compte. Vous cliquez, vous l'intégrez à travers un courriel quel qu'il soit. Et puis il va bloquer l'ensemble de vos sauvegardes, d'accord? Donc, alors on pensait en 2017, on a eu des attaques énormes, hein. Alors ici sont les différents, à ma droite, la Dharma, WannaCry, NotPetya, etc., jusqu'à Maze. Ce sont les différentes versions de ransomware auxquelles on a été principalement confrontés ces dernières années. Et quand on a connu WannaCry et NotPetya, qui ont fait des dégâts considérables un petit peu partout dans le monde, qui ont bloqué des entreprises très lourdes, hein, et la presse en est pleine, on a pensé que ça permettrait quand même, vu l'écho qu'il y avait eu, non seulement dans le métier de la sécurité des systèmes d'information, mais dans les métiers de la DSI et dans l'ensemble des assemblées, qu'elles soient, dans lesquelles les dirigeants d'entreprise peuvent trouver de l'information. On avait pensé que donc ces attaques si lourdes permettraient à tout le monde de comprendre la nécessité de remonter d'un cran le niveau de cybersécurité pour parer au prochain avenir. Voilà. Eh bien, ça n'a pas été le cas, puisqu'on voit maintenant arriver, donc 3 ans après, hein, c'est arrivé donc en 2019, on va dire 2 ans après, 2-3 ans après, des attaques aussi lourdes à travers des nouvelles versions, naturellement, comme la version de Maze, mais qui font des dégâts considérables.
Alors, il faut être très humble, hein, je vous l'ai déjà dit, en matière de sécurité, il faut toujours garder beaucoup d'humilité. Ce qu'on sait un jour n'est pas nécessairement valable le lendemain, mais les fondamentaux restent les mêmes. Et le premier fondamental à retenir, c'est que la cybersécurité, ça s'entretient, ça a un coût, et qu'il faut mettre à niveau et remettre à niveau en permanence les outils dont on dispose. D'autant que nous sommes, et nous le voyons bien maintenant, dans une société qui ne sait plus vivre sans informatique et qui ne sait plus vivre sans rapport distant. D'accord? Donc l'informatique permet non seulement d'échanger, de commander, de travailler. Hein, une entreprise maintenant digne de ce nom dispose d'un système d'information interne qui va lui permettre de gérer son environnement de travail, de production. D'accord? Je fabrique des petits pois, et ben j'ai un logiciel qui me permet de faire fonctionner ma machine, et puis j'ai un autre logiciel qui va me permettre de faire remonter l'information. Et normalement, si j'ai un dispositif complet dans une très grande entreprise, le patron de l'entreprise peut savoir quasiment à la boîte près combien de petits pois ils sont en cours de boîtes d'1 kilo sont en cours de fabrication, combien ont été vendus, etc., etc. Et combien sont en stock. Voilà. Donc, nonobstant, les outils qui permettent de communiquer, qui sont encore un système différent. Le tout devant être au mieux séparé, hein, au mieux séparé. Donc voilà. Donc la réalité est que la sécurité demande l'humilité, mais que la base même de la sécurité est inchangeante, hein, elle ne changera pas, des personnels, des moyens, de la technique, des procédures, voilà ce qu'il faut mettre en place. Alors, voyez donc, pour parler de ce ransomware, les pays impactés par Maze, ben, vous voyez qu'on a en priorité les États-Unis, d'accord, mais on retrouve le Canada, la France, naturellement, le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne. Voilà, d'après une étude faite par Farai. D'accord? Et vous voyez ici les différents secteurs impactés. Comme par hasard, ce sont principalement les secteurs qui utilisent du tertiaire et qui utilisent des outils pour travailler. Mais on voit également que les entreprises de manufacturing sont également impactées. Le manufacturing utilise non seulement des outils de communication, mais également des outils de production, d'outils logiciels, informatiques, des hardware, des software de production. Alors le déconfinement, on l'a commencé là depuis le 11 depuis le 11 mai en France. Alors déconfinement, c'est pas un retour à la normale, vous le savez, hein, je vous apprends rien, mais je préfère le rappeler pour qu'on comprenne bien que les mesures vont se mettre en place progressivement. On n'est pas dans un état binaire, contrairement au monde informatique qui est bien l'état binaire. Il n'y a pas le confinement, plus de confinement. On est dans un état gris là qui va nous permettre de transiter progressivement, avec peut-être la remontée en puissance d'un état de confinement, si jamais bon. Il y a une multiplicité de mesures à mettre en place pour les entreprises, des masques, des gels, gérer les transports, les accès, les voies de circulation, les distances sanitaires, la restauration, qui font que nombreuses sont les entreprises qui vont essayer de maintenir un maximum de personnel à distance. Ceux qui peuvent travailler à distance vont pouvoir continuer à le faire de manière à arriver à cet état qui permettra d'assurer l'ensemble de ces nécessités de manière égale. D'accord? Donc, on va maintenir une partie du télétravail. Alors, pour maintenir ce télétravail, il faut qu'il ait été amené, et la plupart des boîtes l'ont fait hein, dans un temps très rapide, hein, avec beaucoup d'efficacité. Il faudra quand même en faire un retour d'expérience. Moi, j'incite l'ensemble des entreprises à commencer à travailler sur le retour d'expérience rapidement, parce qu'on va passer par stades successifs, on va passer des stades successifs, et que chaque stade mérite un retour d'expérience. D'accord? Il y a le retour d'expérience de ce qu'on a vécu pendant la crise, c'est maintenant qu'il faut débriefer. Il y aura le stade de confinement, de retour d'expérience du déconfinement, comment on l'a mis en place, comment on a vécu, etc., etc. Il y aura un stade de retour d'expérience si on reconfine, etc., etc. Voilà. Et quand on reviendra à une activité normale ou quasi normale,
ben, il sera bon de refaire un petit retex, un petit retour d'expérience. Ça permet de cadrer l'ensemble de l'expérience, de ce qu'on a vécu. Ça prend pas de temps, faut arrêter de croire qu'on perd du temps à ça. C'est totalement faux. On gagne du temps, bien au contraire, puisque on valorise l'expérience qu'on a acquise. Donc, on peut faire ça en une demi-journée, à condition de faire des brainstorming, une bonne conduite de réunion, et on arrive à faire ça de manière rapide et intelligente. Mais au moins, ça permet de marquer, de graver l'ensemble de ces compétences, de ce savoir-faire, de cette expérience, et en tirer l'expérience à long terme. Donc, on l'écrit, on le garde, voilà, c'est la pépite de l'entreprise. Alors, en matière cyber, on va s'adapter. Il a fallu adapter les capacités informatiques. Ça a été le premier enjeu, monter des capacités de travail supérieures à ce qui était la norme, puisque qui dit télétravail dit plus de besoins de connexion distante, des besoins de connexion distante sécurisés, frapper à la porte de serveurs qui n'ont pas l'habitude d'être sollicités autant par des besoins distants, ségréguer les approches grand public au sein de l'entreprise, enfin, grand public confidentiel au sein de l'entreprise et celles qui sont stratégiques, savoir qu'il y a certains accès à certaines données qui n'ont pas à être partagées par l'ensemble de l'entreprise, donc il faut l'avoir préalablement mise en œuvre. Si on n'a pas mise en œuvre, il faut en tirer l'expérience dès maintenant et commencer à travailler rapidement sur ce sujet. Les leçons à tirer. Ce retour à la normale, il rappelle le besoin de maintenir les problématiques de sécurité. Là, on a bien vu qu'on est face à une crise de sécurité sanitaire, mais toutes les crises auxquelles on est confronté se gèrent plus ou moins de la même manière. D'accord Les crises liées à la cybersécurité qui viennent donc pendant cette crise sanitaire, qui sont venues donc mettre une double couche de crise, hein, c'est le double effet qui se coule. Voilà, sont des éléments relativement réguliers dans l'étude des crises. Il est rare qu'on ait une crise simple, on a souvent une surenchère dans la crise, et la cybercrise au sein de la crise sanitaire, c'est une surenchère. Et ça peut être catastrophique, hein, c'est très dur à gérer. Donc, il faut revenir sur son prétexte, et puis repenser à la manière dont on va travailler, comment est-ce qu'on travaille en cyber. Eh bien, on commence par un inventaire, d'accord, de quoi est-ce que j'ai besoin, mais surtout de quoi je dispose. Quand je le dis, ça fait sourire souvent mes interlocuteurs, mais quand je vais après faire des audits dans les entreprises ou que je travaille avec certaines boîtes et que je demande un inventaire, un état des lieux, il est très difficile de l'obtenir parce qu'il y a des couches successives, parce qu'il y a toutes les raisons, hein, je ne critique pas, hein, je constate. Mais pourtant, on ne peut pas travailler efficacement sans un inventaire complet, sans savoir de quoi il s'agit et de quoi on dispose. Il faudra passer par des analyses de risque, comme à chaque fois qu'on travaille en cybersécurité. Le tout sur une route d'Eming, hein, on retrouve la plan do check act habituelle. L'axe de remédiation des risques, un plan d'action. D'action, il y a un dé en trou là. Un maintien des trois axes, d'accord, c'est ce qu'on a vu au tout début, là, je suis passé rapidement, mais vous avez trois axes à maintenir, à savoir le premier, c'est la technique. Il faut une technique en cybersécurité, il faut du matériel, il faut de la technique, il faut des outils. Il faut une organisation derrière, c'est-à-dire du personnel, des gens, une arborescence de ces personnels, de ces gens, et puis surtout de la documentation. Il faut documenter le tout, partir d'une politique et descendre jusqu'à des notes d'application. Et puis, il faut de la formation, de la sensibilisation. Si vous avez des personnels qui ne sont pas sensibilisés, du COMEX jusqu'au petit piou-piou de l'entreprise, petit dernier stagiaire qui vient d'arriver, il est tout aussi important à être formé. De manière à ce que lorsque vous avez maintenu le tout, vous puissiez déjà commencer à anticiper les crises à venir, et il y en aura d'autres, vous le savez, nous le savons tous, il y en aura d'autres, peut-être pas le Covid, mais peut-être il y aura d'autres crises. On est dans un monde dans lequel les crises sont de plus en plus régulières, parce qu'on est dans un monde médiatisé, dans lequel le moindre événement prend des conditions, prend des circonstances extraordinaires. On parlait d'actualité, ceux qui ont suivi l'actualité de la cyber aujourd'hui ont vu l'attaque qui a été menée contre EasyJet, qui a fait des millions de pertes
de données. On n'a pas fini d'en parler. De cette anticipation, on passe par des revues régulières, on reprend le tour, on revoit, et puis on refait notre tour. Anticiper dans ce cercle vertueux, c'est comment dire, l'indispensable. L'anticipation, c'est l'indispensable qui permet de gérer les crises. Si j'ai anticipé une crise, je la gérerai plus facilement. Si je me suis entraîné à des exercices de crise, je la gérerai plus facilement. Si je sais retrouver les documents dont j'ai besoin, même en pleine crise, si je sais retrouver ne serait-ce que les numéros de téléphone, les adresses des gens dont j'ai besoin, même si j'ai plus d'accès à l'informatique et même si j'ai plus d'accès à mes serveurs. Est-ce que j'ai un petit calepin qui traîne quelque part? C'est toujours utile. Voilà, c'est le B.A.-ba. Hein. Un budget adapté. Alors ça, le budget, il y a une enquête du Césin. Je fais partie le Césin, c'est un club le club des responsables de la sécurité des systèmes d'information, qui a publié qui vient de publier une enquête interne. Donc les RSSI sont principalement ceux des très grosses entreprises françaises. Qui dit que pour 47,85% des RSSI, le budget cybersécurité ne devrait pas être impacté à cause de la crise du Covid-19. Le budget devrait même être augmenté pour quasiment 20% des entreprises. Voilà. Après, le reste, on a très peu d'entreprises pour lesquelles on a moins de 5% des entreprises qui considèrent que ce budget devrait être réduit. Alors ça, ce sont les entreprises qui sont vraiment à la limite quasiment du dépôt de bilan, parce que si vous, je sais bien, enfin, je reprends. Quand on est en période de crise économique, quand on est en période de restriction budgétaire, le réflexe des entreprises souvent est de réduire les coûts liés à la formation et à la sécurité. On y passe toujours en premier. C'est malheureux parce que si vous réduisez les besoins en cybersécurité, vous augmentez votre surface d'attaque, enfin possible d'attaque, de victimisation, d'accord. Vous donnez ainsi les moyens d'être plus facilement attaqué. C'est bien dommage. Donc un budget adapté, c'est nécessaire, au moins maintenu pour l'année prochaine. Et puis le partage des risques, on peut aller vers l'assurance, d'accord. Il y a maintenant des cyberassurances avec des conditions qui évoluent favorablement. La France est l'un des derniers pays occidentaux à recourir à la cyberassurance. Les pays anglo-saxons ont ce réflexe assurantiel différent et ont eu recours à des politiques de cyberassurance depuis une dizaine d'années déjà. Voilà, donc on y arrive en France, ça y est, ça arrive petit à petit. Il y a pas mal de boîtes d'entreprises assurantielles qui proposent des contrats. Ce petit rappel, cette expérience de Covid-19, ça nous rappelle que on n'a pas choisi le langage médical en matière de sécurité des systèmes d'information par hasard. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? Parce que la transmission se fait de manière identique. Un ordinateur qui n'est pas relié à Internet, qui n'est pas quel que soit l'outil, hein, un téléphone portable, maintenant c'est un ordinateur, un smartphone. Une tablette, c'est pareil. S'il n'y a aucune connexion avec l'extérieur, bon, ça devient une machine à écrire ou une machine à calculer, on est bien d'accord. Mais ça n'a aucun risque. Dès lors que vous avez un contact avec l'extérieur, quel qu'il soit, que ce soit par une clé USB, que ce soit par la Wi-Fi, que ce soit par un branchement ADSL ou autre, vous vous ouvrez dans un monde qui est un monde par essence viral. D'accord? Donc, il faut un système de protection. Retenez ça, c'est la même chose. Il faut mettre un masque à votre ordinateur. D'accord? Et ça s'appelle la cybersécurité. Voilà. En cas de cyberattaque, 45% des clients sont prêts à quitter leur assureur, nous dit l'Argus de l'assurance. Voilà, je voulais ce petit clin d'œil à cet article avant de finir. Et puis, on en arrive maintenant au temps des questions et je vous remercie. Merci Christian pour ce webinaire passionnant. Alors, vous avez pour poser vos questions la petite boîte questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc n'hésitez pas à en poser sur la petite boîte qui s'appelle questions et on les posera à Christian.
vous rappelle juste pour l'instant que vous écrivez vos questions éventuelles. Le site web de l'Argus de l'assurance, formation.argusdelassurance.com. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou par email sur si vous avez des besoins en formation. Surtout, n'hésitez pas à aller voir les formations qui vous intéressent. Il y en a forcément une. Toujours pas de questions. On va attendre Allez, encore. il faut. Le plus difficile, c'est la première question, d'accord? Il n'y a pas de questions C'est naïves, hein, ça. il y a que des questions proposées. Hein. C'est toujours difficile d'être le premier à lancer sa question, mais là, à distance, ça devrait aider quand même. Je sais que j'ai été obligé de compacter. Hein. D'habitude, je fais pour l'Argus de l'assurance des sensibilisations en intra ou en inter, comme vous l'avez dit, comme toutes les formations de l'Argus. Hein. Moi, celle que je fais, c'est en intra ou en inter. Les sensibilisations, je les fais en une journée d'habitude ou deux, hein, ça dépend de ce qu'on attend, du besoin. Enfin, c'est des sensibilisations qui vont d'un cran, hein, quand même. Voilà. Donc, on a toujours la difficulté de la première question. Donc là, je pense que vous êtes dans le processus plus simple. Il suffit de pianoter quelques mots et j'aurai Alors, beaucoup de plaisir à y on a répondre. une première qui est Ah, voilà. arrivée. Merci infiniment pour toutes ces informations. Comment s'assurer de la SI lorsqu'on fait recours au cloud? Ah, alors, oui, ben ça, c'est une très, très bonne question. Alors, la sécurité dans le cloud, c'est comment dire, c'est un défi nouveau pour les spécialistes de la cybersécurité. On a eu plusieurs étapes hein, dans la sécurité des systèmes d'information. On était passé autrefois, là, il y a une vingtaine, trentaine d'années, on était passé par cette vision du château fort. C'est-à-dire qu'on partait du principe qu'on allait tout fermer, on allait tout garder en interne, et puis on serait bien protégé. Et puis, cette vision du château fort, elle a vécu les mêmes affres qu'ont vécu les châteaux forts. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ben, ça arrive par au-dessus, ça arrive par en dessous. Donc, on a inventé les mines, on a inventé les roquettes, on a inventé la projection. Et c'est ce qu'on a vécu un petit peu à travers les problématiques de cybersécurité dans cette logique de château fort. Cependant, cette logique de château fort, elle a ancré les bases de la cybersécurité. Je vous l'ai dit, dans les bases de la cybersécurité, il y a 4 critères et il y a 3 piliers. Les 3 piliers, je les ai rappelés il y a 2 minutes, c'est la technique, le personnel, d'accord, le personnel et puis l'organisation hein, de manière générale. Et la troisième, c'est la formation et sensibilisation. Les 4 critères, c'est la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, la traçabilité. On va respecter les 3 piliers, les 4 critères de la même manière dans le cloud. La seule différence, c'est qu'il faut d'abord s'organiser afin de pouvoir comprendre en quoi le cloud est nécessaire à l'entreprise. On peut être tout cloud, hybride ou pas du tout. D'accord Pas du tout, c'est réservé à certaines entreprises qui ont des secrets tels qu'ils ne peuvent pas les partager et ils ne peuvent pas prendre le risque que leurs informations se distantent. Donc, on va se retrouver dans du on-premise, comme on dit, c'est-à-dire chez soi. On a des serveurs chez soi, on les garde chez soi, et on a son espèce de coffre-fort dans lequel on a informé ses serveurs. À l'extrême, on a le tout cloud. Le tout cloud, c'est ce qu'on vit au quotidien. Hein, dès lors que vous, moi, faisons un achat à distance, dès lors que on se connecte à travers Microsoft, à travers Google, à travers etc., tous ces outils de communication, on passe par le cloud. C'est-à-dire qu'on passe par des serveurs qui sont distants, qui sont différents et qui sont en France ou à l'étranger. Une des grosses difficultés qu'on a pu connaître jusqu'à présent, c'était le fait que la plupart des serveurs de cloud étaient situés à l'étranger. Donc, on n'avait pas la garantie que ces données qui étaient les nôtres étaient conservées dans des conditions telles qu'on puisse les récupérer quand on en avait besoin et qu'on soit sûr que n'importe qui ne puisse pas y avoir accès. Voilà. Alors, quand vous avez affaire à des données d'entreprise et quand votre entreprise a un impact national, il est évident que vous avez tout intérêt à conserver vos données chez vous de manière à ce que si demain, pour une raison X ou Y, l'État qui héberge vos données, parce que physiquement, elles sont dans un serveur, ce serveur est installé quelque part, si cet État vous dit, bon ben dorénavant, on coupe les liens, plus d'accès, eh ben vous perdez l'accès à vos données, d'accord?
Donc c'est pour ça qu'on va vers des clouds hybrides maintenant, dans lesquels on peut avoir du premise pour certaines parts, dans lesquels on a du cloud et dans lequel on a donc ce mix permanent. Et puis on va aussi vers plus de cloud pour les entreprises parce qu'on a des serveurs maintenant auxquels on peut avoir accès sur le territoire européen au, au, au mieux et encore mieux sur les territoires nationaux. D'accord? Ça, c'est la garantie qu'on est chez nous, dans notre environnement juridique et qu'on aura toujours accès à nos données. Ça fait sourire quand on dit ça, on passe pour des dangereux, comment dire, des dangereux nationalistes. C'est pas du tout la vocation. Regardez que cette crise nous serve à quelque chose. Si cette crise nous a bien appris quelque chose, c'est qu'on était hyper dépendant de pays à l'extérieur de l'Europe. D'accord? Confère les masques, pas moyen d'avoir des masques avant 1 mois et demi, 2 mois, parce qu'il a fallu les faire fabriquer par des entreprises qui sont distantes et très loin, et qui avaient d'autres priorités, souvent. Bon. Donc il faut revenir à ces priorités nationales, et il faut le faire aussi en matière de cloud. Comment est-ce qu'on va sécuriser le cloud? Enfin, le cloud, on va le sécuriser sur les mêmes bases que celles qu'on a connues, avec des outils qui sont des outils de plus en plus proches d'outils d'intelligence artificielle, parce que la nature humaine aura plus la capacité bientôt de pouvoir comprendre tous les flux qui passent, etc., etc. Donc on a des outils qui sont de plus en plus logiciels naturellement et qui sont de plus en plus percutants, qui vont permettre d'identifier ce qui passe et de filtrer ce qui passe et de pouvoir. Au sein des entreprises, on va s'appuyer sur des CERT, des Computer Emergency Response Team, d'accord, c'est une espèce de pompiers de l'Internet, et qui eux-mêmes disposent, ou au sein de l'entreprise, là aussi on peut avoir des solutions hybrides, de SOC, des Solution Operations Center, des Security Operations Center, c'est le même, Security Operations Center, c'est-à-dire des équipes qui sont en charge de détecter ce qui rentre, ce qui sort, de détecter les attaques et de pouvoir y parer régulièrement. Donc vous voyez, et puis il y a des outils après techniques qui permettent de sécuriser le cloud avec un degré supérieur à celui qu'on pouvait avoir. Et puis enfin, pour les entreprises, on ne va pas dans le cloud impunément. On ne prend pas tac du jour au lendemain, tiens, je vais prendre machin, et puis je vais aller dans le cloud, je vais lancer tout. Ça s'étudie, d'accord? Donc on fait une analyse de risque, on travaille dessus, on vérifie si ça correspond aux besoins ou pas de l'entreprise, on vérifie le coût auquel on est confronté, parce que contrairement à ce que pense pas mal de boîtes, le cloud, c'est pas gratuit, et petit à petit, ça finit par coûter très cher, et ça finit souvent par coûter un peu plus cher que ce qu'on avait escompté. Donc, il faut faire un ratio entre le coût du cloud et le coût de l'existant. Donc voilà. Donc là, vous voyez, qu'est-ce que je vous ai expliqué? Je vous ai expliqué en fait qu'on faisait de la technique, qu'on faisait de l'humain, de l'organisation, et puis derrière, il faut former des personnes et sensibiliser l'ensemble des personnes à l'usage de ces outils. Merci Christian. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Donc, non, pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on peut vous remercier, Christian, pour Ben, merci à vous tous. ce beau webinaire. Et on vous retrouve sur les formations de la grille de l'assurance. Voilà, beaucoup de gens vous remercient pour cette présentation. Eh ben, merci beaucoup en Et tout on cas. se retrouve bientôt l'assurance. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.